Alors, aujourd'hui, on va faire la suite sur le sujet de bac Sciences Maths B 2015, machine d'essai mécanique. Maintenant, situation d'évaluation numéro 3. Voilà, la dernière fois, donc, on a étudié le système de déformation de l'éprouvette. Donc, l'éprouvette, elle était là. Donc, elle est maintenue entre les deux mâchoires. Et le système permet d'appliquer la force en faisant déplacer, allonger l'éprouvette jusqu'à la rupture. Et on a bien sûr réalisé le graphe qui représente la variation de la contrainte en fonction de l'allongement, bien sûr pour identifier certaines caractéristiques mécaniques telles que la contrainte limite d'élasticité et la contrainte limite de rupture. Voilà, maintenant, situation d'évaluation numéro 3. Le test de maintien de l'éprouvette pendant l'essai de traction sans aucune anomalie est primordial pour réaliser ce test devant les futurs utilisateurs. On vous demande de faire une vérification des caractéristiques des solutions technologiques assurant la fonction FT14, maintenir l'éprouvette. Alors ensuite, donc, à partir du document ressource 5, sur le document réponse 4, complétez le FAST de la fonction FT14 par le repère de la solution constructive correspondante. La deuxième question, donnez le nom des composants SC1, SC5, SC11 du schéma de l'installation pneumatique du document ressource 5. Bien sûr, il faut voir le document ressource 5. La troisième question, quels sont les composants du schéma d'installation pneumatique du document ressource 5 qui permettent le réglage de la pression pneumatique d'utilisation? Donc bien sûr, il faut chercher le document ressource 5 et répondre sur le document réponse 7. Maintenant, je vais voir le document ressource 5. Alors, schéma, il représente le schéma d'installation pneumatique. C'est-à-dire, là, on représente l'installation qui permet de produire l'énergie pneumatique, qui veut dire l'air sous pression. Bien sûr, là, vous avez un moteur qui va actionner le compresseur. Le compresseur aspire l'air ambiant. Bien sûr, après qu'il est filtré, donc là, il y a un filtre. Donc l'air est dirigé vers un refroidisseur, puis un clapet anti-retour. Et après, on stocke l'air dans l'accumulateur S6. Et là, on a mis un limiteur de pression SC8, voilà, pour évacuer, pour ouvrir, si vous voulez, le chemin de l'air vers l'extérieur, pour réduire la pression lorsqu'on dépasse, bien sûr, la limite. Bien sûr, pour question de sécurité, on a utilisé ce limiteur de pression, ou bien soupape de sécurité. En bas, vous avez S7, c'est un purgeur qui permet d'enlever l'eau, purger l'eau. Ensuite, vous avez là un filtre, et là un régulateur de pression, pour régler la pression, et là un manomètre pour contrôler la valeur de pression. Voilà. Et là, la pression est dirigée vers le système de maintien de l'éprouvette pour bien maintenir l'éprouvette au cours de l'essai de traction. Alors, la question diagramme de FAST. C'est-à-dire on va compléter le diagramme de FAST en ajoutant le matériel qui permet d'assurer certaines fonctions techniques. Alors vous avez là la fonction alimentée en énergie pneumatique. Comment? Il faut assurer la fonction suivante, l'autre, etc. Donc commander la mise en marche, traiter les informations, comprimer l'air, ainsi de suite. Comment commander la mise en marche? Il faut acquérir la commande marche-arrêt et acquérir les limites de pression. Comment acquérir la commande marche-arrêt? Donc là, la solution, c'est le bouton de marche-arrêt. Acquérir les limites de pression, c'est le contacteur manométrique.
le contacteur manométrique, il reçoit la pression et permet de commander la mise en marche du moteur. C'est-à-dire le moteur s'arrête lorsque la pression atteint la valeur limite, par exemple 7 bars, 7 à 8 bars. Ensuite, traiter les informations, bien sûr un circuit logique câblé. Comprimer l'air, comment on comprime l'air? Bien sûr, d'après le schéma, on a vu il y a le moteur, il y a le compresseur, bien sûr, etc. Donc, convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. Comment? Donc, la solution, c'est le moteur électrique. Transmettre l'énergie mécanique, donc un système polycourroie. Généralement, on utilise entre le moteur et les systèmes à entraîner en mouvement, on utilise des systèmes d'adaptation d'énergie mécanique. Dans ce cas, dans notre système, on a utilisé le système polycourroie. Convertir l'énergie mécanique en énergie pneumatique, c'est bien sûr c'est le compresseur. Voilà. Ensuite, la suite du diagramme de Fast, stocker l'air. Donc, d'après le schéma, on a stocké l'air dans l'accumulateur. Et après, conditionner l'air comprimé. Alors, la S9, c'était un filtre pour filtrer l'air. Donc, il faut écrire filtrer l'air. Donc, il faut mettre des verbes à l'infinitif, des phrases simples et claires. Réguler la pression à l'aide d'un régulateur de pression, bien sûr. Indiquer la valeur de pression ou bien la pression, c'est le manomètre. Et après, lubrifier l'air, c'est le lubrificateur. Maintenant, toujours à partir de schéma, on vous demande d'identifier les repères suivants, SC1, SC5, SC11. Donc, déjà, on a expliqué, donc SC1, c'était un filtre pour filtrer l'air avant qu'il soit introduit dans le compresseur. Donc, c'est un filtre. Ensuite, SC5, c'est un clapet anti-retour. Il permet de passer l'air dans un seul sens et éviter son retour. D'accord? Donc, c'est un clapet anti-retour. Ensuite, SC11, il est là, c'est le manomètre qui indique la valeur de pression. Et voilà le manomètre. Après, la question suivante, déterminer, si vous voulez, les composants qui permettent le réglage de la pression pneumatique d'utilisation. Alors, d'après le schéma, c'est le S10 et le S11. Le S10, c'est le régulateur de pression, et le S11, c'est le manomètre qui indique. Bien sûr, je vais régler et voir le manomètre. Donc, la réponse, régulateur de pression S10 et le manomètre S11. Ensuite, tâche numéro 2. Identification des solutions technologiques utilisées pour réaliser la fonction FT144, appliquer le serrage. Donc, à partir du document ressources 6 et sur les documents réponse 7 et réponse 8, vous allez identifier, la première question, identifier les repères des composants du vérin, piston et tige du vérin, le corps du vérin, le ressort de rappel. C'est-à-dire il faut identifier les repères de ces pièces à partir du dessin. Relever la course maximale de déplacement du piston du vérin. Après, on demande, sachant que le mouvement de la tige du vérin se fait verticalement selon l'axe Y, quel est le mouvement du levier 10 dans le repère X, Y, Z? En autre question, déterminer les classes d'équivalence A, B, I. Et après, compléter le schéma cinématique de la mâchoire. Donc, bien sûr, il faut, au départ, chercher le document ressources 6 et préparer vos documents repère 7 et repère 8, réponse 7 et réponse 8. Maintenant, je vais vous montrer le document ressources 6, donc, qui représente le dessin de la mâchoire. Donc, c'est une mâchoire pneumatique. L'éprouvette va être maintenue entre les deux morts 11 et 16, ici. Et l'air qui provient du compresseur, de l'installation pneumatique,
bien réseau pneumatique, il va être appliqué à ce niveau avant le piston. Là, c'est le piston, cette représentation qui est là, assurée à droite. Donc ça, c'est le piston. Là, c'est le corps, ça s'appelle le corps. Là, un joint d'étanchéité pour éviter la fuite de l'air entre le piston et le corps. Et là, un ressort de rappel, un ressort repère 3, qui permet de reprendre le piston à sa position initiale après sa descente. Et là, vous avez un petit galet qui permet d'éviter le frottement, si vous voulez, entre une petite biellette ici et le piston. Alors, lors de la descente du piston, donc le galet va tourner et transmet le mouvement linéaire à la biellette pour qu'il descende dans le sens incliné. Et après, il va faire tourner le levier. Donc, le levier il va tourner autour de cet axe. Cet axe, il est fixe, il est solidaire au corps fixe. Bien sûr, il va tourner et va communiquer le mouvement à la pièce 13 qui va à son tour entraîner la translation du mort 11 dans ce sens. De la même manière, par raison de symétrie, le même piston qui est conique, il va appliquer la même force, la force dans le sens gauche. Par suite, le levier à son tour qui est là, il va tourner et va faire communiquer le mouvement, bien sûr, au mort repère 7, qui est identique au mort 11. Et par suite, on peut maintenir l'extrémité de l'éprouvette destinée au test de l'essai de traction. Donc, ce qui nous importe ici, c'est de comprendre le fonctionnement et d'identifier les repères des pièces, etc. Donc, on va tourner des questions là-dessus, etc. Là, c'est la nomenclature, le repère de chaque pièce, etc. Donc, il faut donner le temps suffisant pour comprendre, bien sûr, le fonctionnement et répondre facilement. Voilà. Maintenant, identifier les composants, les questions, identifier les composants du vérin, corps du vérin, piston et tige, ressort de rappel. Bien sûr, un vérin, il est constitué d'un corps et d'un piston et parfois un ressort. Donc, il y a deux types de vérins. Le vérin double effet qui utilise la pression des deux côtés pour qu'il soit animé du mouvement de sortie ou bien de rentrée. Et il y a le vérin simple effet qui utilise un ressort, c'est-à-dire il descend par exemple par l'effet de la pression et retourne à son état initial par l'effet du ressort. Alors ici, dans ce système, le vérin, c'est cette partie-là. Donc le piston, c'est la pièce 4, celle-là. Le ressort, c'est la pièce, bien sûr, 3. Le corps du vérin, c'est la pièce 1, etc. Donc, on va répondre. Corps du vérin, c'est la pièce 1. Piston et tige, c'est la pièce 4. Ils sont réalisés sur la même pièce. Donc, piston, c'est la partie là où le diamètre est plus important. C'est la partie qui se met à la pression. Et la tige, c'est celle qui agit, qui applique la force sur la pièce, sur le galet, par suite sur la pièce 7. Ensuite, vous avez le ressort de rappel, c'est la pièce 3. Voilà. Ensuite, maintenant, on vous demande de déterminer la course maximale du piston. Donc, à partir du dessin, vous allez voir comment déterminer la course, c'est-à-dire la distance maximale que peut parcourir le piston. Donc, d'après le dessin, vous avez le piston, il peut descendre jusqu'ici, jusqu'à cette partie-là. Là, il y a la matière du corps de la pièce 5. Donc, la course, c'est cette partie-là, de là à là. Bien sûr, il faut la mesurer et voir l'échelle. Là, ici, là, vous avez l'échelle 1,1, c'est-à-dire les mêmes dimensions. Même dimension, on mesure, on trouve 14 mm. Donc la course ici, elle est faible, elle est de 14 mm. Cmax, bien sûr, il peut appliquer, si vous voulez, on peut, lors de serrage, on peut arriver jusqu'à 12 ou bien 10. Ce n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à 14 mm.
Alors maintenant, sachant que le mouvement de la tige du vérin se fait verticalement selon l'axe Y, c'est-à-dire la tige du piston, donc l'axe Y, là vous avez le repère, X, Y, Z est perpendiculaire au plan, donc l'axe Y, donc le piston descend verticalement, donc verticalement selon l'axe Y. Quel est le mouvement du levier 10 dans le repère X, Y, Z? C'est-à-dire il faut exprimer le mouvement, est-ce qu'il est en rotation ou bien une translation, suivant X, suivant Y, suivant Z, etc. Donc, lors de la descente du piston, vous avez la pièce 7 qui va translater dans le sens incliné. Le levier, bien sûr, il va tourner autour de l'axe d'articulation parce qu'il est articulé avec le corps fixe par une liaison pivot. D'accord? Donc, c'est une liaison pivot ici. Donc, ce qui fait le levier ne peut faire que la rotation. Donc, c'est une rotation autour de l'axe Z, l'axe qui est perpendiculaire au plan. Voilà, le mouvement du levier 10 est une rotation autour de l'axe Z. Maintenant, déterminer les classes d'équivalence. Alors, c'est quoi une classe d'équivalence? C'est l'ensemble des pièces qui sont solidaires, c'est-à-dire encastrées, qui constituent la même pièce. Voilà, donc on demande ici A, B et I. Alors, les A et B et I sont mentionnés sur le document réponse à travers le schéma cinématique qu'on va compléter. Ou bien, oui. Alors là, vous avez le schéma qu'il faut compléter par la suite. Donc, sur le schéma, il y a les lettres A, B, C, D, ce qui représente les classes d'équivalence. Donc, je vais faire la comparaison avec mon dessin, avec mon système, et je vais voir les pièces qui constituent le bloc A. Donc, le bloc A, il est là. Donc, A c'est cette partie fixe. Donc, par exemple, c'est 1, c'est 5. Et la pièce B c'est celle-là, et par suite, A, c'est celle-là, c'est 5. Donc, les éléments qui sont encastrés solidaires avec 5, vous avez 5, vous avez 1, vous avez cette tige-là, qui est là, donc ce repère 8, il est maintenu avec le corps 1 par filetage. Donc, ils sont encastrés, donc ils constituent la même pièce, le même groupe. Et par suite, vous avez une autre pièce ici, une bague, qui est maintenue avec la tige et le corps 5. Donc, il y a 4 éléments. Bien sûr, sans oublier les axes, mais puisqu'il n'y a pas les axes d'articulation, ils sont solidaires au corps fixe, ici et là. Voilà. Voilà, les deux axes. Mais ils ne sont pas repérés, je ne vais pas les introduire. Donc A, il est constitué par 4 pièces. Ensuite, vous avez B. B, c'est cette partie-là, donc sur le schéma. Par analogie, par comparaison, c'est cette pièce-là, c'est la pièce 7. Bien sûr, on peut ajouter les axes, mais puisqu'ils ne sont pas numérotés, donc on ne va pas les introduire. Ensuite, vous avez le groupe I, la classe d'équivalence I. I, c'est le piston, la partie chronique là. Donc, c'est le piston repère 4. C'est le repère 4. Donc, on va répondre. Alors, le groupe A, il est constitué des pièces 5, 1, 8, 9. Maintenant, groupe B, 7. Groupe I, c'est la pièce 4. Maintenant, le schéma cinématique à compléter. Donc, bien sûr, il faut lire le dessin et voir les relations entre les classes d'équivalence. Et tout d'abord, identifier la liaison, le schéma de chaque liaison et choisir le schéma convenable. Alors, liaison entre les classes d'équivalence. Tout d'abord, je vais mettre un tableau sur le brouillon. Je vais mettre les classes d'équivalence, D par rapport à A, E, F par rapport à E, etc. Donc, on demande ici, la liaison là, c'est la liaison entre D et le corps fixe, c'est A. Donc, c'est D avec A. Par raison de symétrie, c'est la même chose ici. Ensuite, on demande une liaison ici, c'est
F par rapport à E. F par rapport à E. Donc, il faut retourner au dessin pour bien sûr, pour identifier les liaisons. Donc, les liaisons demandées, il y a une liaison ici, et une liaison là, et une autre ici. Voilà. Les trois liaisons. Bien sûr, d'après le fonctionnement, on a dit que la pièce 10 tourne autour de l'axe perpendiculaire. De la même manière, celle-là tourne autour de l'axe perpendiculaire. C'est-à-dire qu'on a un pivot d'axe Z. D'axe Z perpendiculaire au plan. De la même manière, cette pièce, elle peut pivoter par rapport à celle-là, un léger pivotement, pour bien adapter le mort avec la pièce acérée. Donc, il y a trois liaisons identiques, pivots, d'axe perpendiculaire à Z. Donc, il tourne en rotation autour de Z. Donc, je retourne à mon schéma cinématique. Alors, D par rapport à A, c'est une liaison pivot, bien sûr. Le schéma en vue de face, schéma en vue de gauche. De la même manière, pivot, pivot, vue de face. Donc là, il faut choisir le schéma compatible. Bien sûr, ça, il montre le petit cercle ici et les deux branches représentent la liaison pivot d'axe perpendiculaire au plan. Et là, pivot d'axe Y ou bien d'axe, c'est-à-dire en rotation autour d'un axe horizontal. Oui, et là, puisqu'on a une rotation autour de Z, bien sûr, je vais utiliser ce schéma. De la même manière ici et là. Voilà. Donc maintenant, je peux facilement compléter le schéma. Après, tâche numéro 3. Vérification de l'effort de serrage d'une éprouvette et définition graphique du piston. À partir de ressource 5 et document ressource 6, sur le document réponse 8 et réponse 4, complétez l'actigramme des composants S2 et S3 de la commande de la mâchoire. Donnez le nom complet des composants S4. Sachant que l'utilisateur a réglé la pression d'utilisation P à 3 bar, calculez la force théorique F en newton sortie de la tige, sachant que le diamètre du piston est égal à 53 mm. Après, c'est la forme du piston, partie conique, qui permet de développer l'effort vertical du vérin en deux efforts symétriques des morts de serrage, 11 et 16. Compléter les représentations graphiques de la pièce 4 à l'échelle de 1. Voilà. Et bien sûr, il faut chercher les documents ressources 5 et 6 pour pouvoir répondre aux questions. Alors, ce document ressources 5, c'est un schéma de commande de la mâchoire supérieure et le dessin, bien sûr, qu'on a déjà étudié. Alors, là, ça représente le distributeur qui permet de distribuer l'énergie. Donc, elle reçoit l'énergie pneumatique du réseau pneumatique qui contient le compresseur et les accessoires. La pression, elle est là, elle est présente. Donc, le pilotage du distributeur se fait ici par la pédale et là, par un ressort. Donc, pour avoir cette partie-là, c'est le ressort qui la maintient. Donc, au repos, on est dans la phase de retour de la pression, donc l'air retourne vers l'extérieur. Si on commande par la pédale, bien sûr, la pression passe. Donc, c'est cette partie-là qui va remplacer le premier schéma. Donc, c'est-à-dire, on va travailler par cette partie-là, c'est-à-dire la pression peut passer. Donc, c'est un distributeur, bien sûr, comme 3-2, parce qu'il comporte 3 orifices, 1, 2, 3, et 2 positions. Là, vous avez un ressort. Et là, une pédale. Donc, pédale, c'est manuel. Donc, il est piloté manuellement. Donc, c'est un distributeur 3-2 monostable, parce qu'il comporte un ressort à commande manuelle. Là, vous avez les régulateurs du débit unidirectionnel. Donc, ces deux schémas représentent les régulateurs qui permettent de régler le débit. Le débit d'air qui passe, soit qui rentre, soit qui sort. Le débit d'alimentation ou bien le débit d'échappement. Bien sûr, on sait que le débit égale à V fois S. Donc, le débit qui rentre ici, il dépend de la surface de piston et la vitesse.
et la vitesse du piston, bien sûr. Il donne donc le débit. Pour pouvoir régler le débit, il faut, pour régler bien sûr la vitesse, il suffit de régler le débit, parce que QV, le débit QV égale à V fois S. S est constant, donc si on arrive à régler le débit, bien sûr, on va arriver à régler la vitesse du piston. Donc là, vous avez les deux régulateurs du débit unidirectionnel. Ils permettent de régler, si vous voulez, la vitesse de sortie et de rentrée. Donc lors d'aller, vous avez l'air passe dans la phase d'alimentation du vérin pour descendre la tige. Donc la pression passe à travers le clapet. Donc il va éviter le régulateur ou bien l'étrangleur. Et après, il est bloqué ici. Donc il va passer par S2. Et par suite, le débit il est réglé, il est réduit. Par suite, ça permet d'avoir une vitesse lente de la tige du vérin. Bien sûr, lors du retour, de la phase de retour de la tige, donc le ressort retourne, s'allonge et l'air retourne, donc il va passer par le clapet, et là, il va être bloqué par l'étrangleur. Donc il va passer lentement l'air. Par suite, on réduit la vitesse ou bien le débit, et par suite, on a réduit la vitesse de retour de la tige. Voilà. Donc l'un permet, S2 permet de réduire le débit dans la phase de descente de la tige et par suite régler la vitesse de sortie de la tige. Et par contre, S3, il permet de régler la vitesse de retour de la tige. Voilà. Compléter l'axigramme S2 S3. Donc, d'après l'explication, l'axigramme S2 de S2, donc on met S2 en bas, on met la fonction, c'est régler la vitesse de sortie de la tige, bien sûr. Vitesse non réglée, vitesse réglée. De la même manière pour l'axigramme S2, S3. S3 en bas, le matériel, la fonction, la vitesse non réglée, bien sûr, vitesse réglée. Le nom complet du composant S4 de la commande de la mâchoire, voilà, c'est un distributeur 3D monostable à commande manuelle par pédale. Et enfin, voilà, le calcul de la force. Bien sûr, c'est une question de coût très simple. La formule F égale à PS égale à pression fois pi d carré sur 4, donc parce que la surface égale à pi r carré, c'est pi d carré sur 4. Et la pression, bien sûr, doit être en pascal, en newton par mètre carré. Donc, application numérique, on trouve 661,85. Dessin, la phase finale, dessin de la pièce 4. Donc maintenant, on va compléter le dessin de la pièce 4 à compléter. Donc voilà, vous avez sur le dessin, vous avez la pièce, elle est là. C'est le piston qu'il faut dessiner en vue de face, en demi-coupe. Donc une partie en coupe et une partie vue. Et après, on va représenter la demi-vue du dessus et la demi-vue du dessous. Donc à partir de ce dessin, donc, je vais compléter, bien sûr, le dessin. Voilà la vue de face, en coupe, en demi-vue, demi-coupe. Donc c'est la vue de face. Et après, la vue de dessus en demi-vue. Et après, la demi-vue de dessous. Voilà, on a terminé. Et merci de votre assistance et à la prochaine fois. Au revoir.